Bonjour, Julien Morel pour ce deuxième jour de la Venture Academy. Nous accueillons un entrepreneur et un investisseur, et son investisseur. Et l'idée pour nous est de bien comprendre comment se déroulent les relations entrepreneur-investisseur. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Olivier Neptica, qui en est pas à sa première levée de fonds, qui va nous expliquer son parcours. Et puis Auriga Partners, un fonds bien installé sur la place, qui va nous expliquer également ce qu'ils font. L'objectif, c'est en trois parties, comprendre d'abord la démarche de l'entrepreneur avant l'investissement, et également la démarche de l'investisseur, comment est-ce qu'il trouve ses cibles. Et chacun d'entre vous parlera de son vécu là-dessus. Deuxième partie, là, on rentre dans l'intimité. On rentre dans votre intimité, c'est-à-dire qu'on va comprendre comment le pacte s'est scellé, le mariage, quels ont été les accros, s'il y en a eu, quels ont été les points positifs, combien de temps ça a pris. Enfin, vous allez nous raconter ça. Et puis, en troisième partie, les relations après. Une fois que l'investissement est fait, comment se déroule la relation, le reporting, l'apport de chacun, etc. Voilà. Donc, je vais donner la parole à Olivier, tout d'abord, Neptica, pour qu'il se présente, qu'il présente sa société. Très bien, merci. Bonjour, je me présente, Olivier Jamfa, je suis le président de la société Eptica. Eptica, c'est un éditeur de logiciels qui est spécialisé dans la relation client multicanal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous allons offrir souvent à des très grandes entreprises qui sont dans le B2C une solution technologique pour répondre au mieux au client final, et ça sur différents canaux. La problématique lorsqu'on a créé Eptica en 2001, c'est que la plupart des clients, vous et moi, on utilise le téléphone pour entrer en relation avec un service client. Et on s'est dit, avec Internet, il va y avoir une révolution dans la relation client. On ne va pas utiliser que le téléphone, on va utiliser par exemple l'email, on va utiliser le chat, et aujourd'hui même les médias sociaux. Donc on a développé un logiciel qui est un socle unique dans lequel on met toute la connaissance de l'entreprise, et le service client l'utilise pour répondre. Donc vous allez trouver nos logiciels dans la plupart des grandes entreprises, par exemple du secteur du retail et la grande distribution. C'est la Redouce, c'est Decathlon, c'est 3 Suisse, mais également les sociétés internet comme Pixmania, Rue du Commerce. Et vous allez trouver ça également dans la banque. La banque, c'est des sociétés Crédit Agricole, ING, et le secteur public, puisque vous et moi, l'administré, il faut nous traiter correctement lorsqu'on pose des questions. Eh bien, lorsque vous envoyez un email à la CNAM, et nous, on envoie tous en France 15 000 emails par jour à la CNAM, eh bien, Eptica, on va capter cette question, on va comprendre ce que veut dire la question avec une analyse sémantique linguistique, on va la router à la bonne personne dans le service client, et quand la personne va répondre, on va lui proposer le bon modèle de réponse pour répondre dans les temps. Voilà ce que nous offrons, ça pour tous les canaux. C'est très clair, merci. Auriga, parle-nous un peu d'Auriga, Nicolas. Alors en fait, je vais parler de quelque part mes deux rôles, puisque je suis actif dans Auriga et dans un fonds d'amorçage qui s'appelle 3T Capital. Alors tout d'abord un mot sur Auriga. Auriga est un des fonds de la place significatif en capital risque en France, qui existe maintenant depuis 15 à 20 ans et qui est actif principalement dans deux secteurs, que sont les technologies de l'information et les sciences de la vie. Personnellement, donc moi j'investis dans le domaine des technologies de l'information. Dans le domaine des technologies de l'information, on investit un tout petit peu dans tous les secteurs avec une forte préférence sur le logiciel. Donc c'est pas tout à fait un hasard si on a investi dans Eptica, mais on a fait aussi des investissements avec des dominantes un peu plus hardware. On investit typiquement des montants de 1 à 5 millions d'euros, on va dire, par tour. Et sur plusieurs tours de financement, on peut aller, sur certaines sociétés, jusqu'à une dizaine de millions d'euros sur la vie de plusieurs tours de financement. Donc typiquement, on intervient, on va dire, post-amorçage et jusqu'à ce que la société puisse atteindre quelques millions d'euros, voire quelques dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Peut-être un petit point en plus sur Auriga. Nous sommes partenaires depuis fort longtemps de l'événement Tremplin Entreprise avec l'ESSEC, qui est un événement que nous apprécions énormément. Par ailleurs, donc moi j'officie aussi dans un fonds d'amorçage qui s'appelle 3T Capital. Alors 3T Capital, on intervient sur des montants beaucoup plus petits,
sur des sociétés en amorçage, donc qui font leur premier revenus, on va dire, ou leur première dizaine de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Et donc on intervient sur des montants de l'ordre de quelques centaines de cas euros d'investissement, exclusivement en technologie de l'information, avec un partenariat privilégié avec l'Institut Télécom. L'Institut Télécom, c'est ce qui regroupe en gros les 3 écoles de télécom en France, Télécom Paris, Télécom Bretagne et Télécom Sud Paris. Mais pas exclusif, et donc on peut intervenir, je dirais, sur des sociétés qui ne viennent pas de cet environnement. On regarde des sociétés qui viennent des différents incubateurs de la région parisienne, voire en dehors de la région parisienne. Et on a pu regarder dans le passé des sociétés qui venaient notamment de l'incubateur de l'ESSEC. Merci Olivier. Alors, le parcours avant de trouver Auriga, orienté levée de fonds, puisqu'on est là pour parler des différentes levées de fonds et de la façon dont ça se passe avec les investisseurs. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette première phase, depuis la création jusqu'à l'arrivée d'un très gros investisseur? Parce que là, on parle de 7 millions d'euros, si j'ai bien compris. On parle effectivement de 7 millions d'euros, mais avant d'arriver aux 7 millions d'euros, à Ptika, nous avons levé des fonds à plusieurs reprises. Donc on a un parcours qui peut être un peu classique lorsque l'on veut atteindre le niveau que nous avons atteint, c'est-à-dire 7 millions d'euros de chiffre d'affaires, 60 personnes, et nous avons 35% de notre chiffre d'affaires à l'international. Voilà la taille d'Eptica aujourd'hui. Et pour arriver à ce niveau, on a d'abord fait une levée de fonds de Love Money en 2001, puisqu'on a donc 11 ans d'existence. On avait levé 400 000 euros, donc c'est de l'argent avec les anciens patrons, la famille, les copains. C'est ce qu'on avait fait à l'époque. Et avec ça, on a commencé par apporter un peu cette preuve qu'on appelle en anglais Sales and Marketing Proof, pour dire que ça y est, on a quelque chose qui tient. Et après cette levée de fonds, en 2003, on a levé 2 millions d'euros. C'était pas encore avec Auriga. À l'époque, c'était le Crédit Lyonnais Private Equity qui est devenu ensuite CAP et maintenant un autre fonds. Eh bien, avec ça, on s'est dit on va être numéro 1 en France, on va s'imposer sur notre marché. Ça, c'est 2003. En 2005, puisqu'on était assez performant en France, on a dit on va relever des fonds pour partir à l'international. On a levé 2 millions d'euros en 2005 et on s'est installé en Angleterre et maintenant on est aussi à Singapour. Et nous sommes arrivés donc cette année avec une levée de fonds majeure de 7 millions d'euros, puisqu'il s'agit cette fois-ci d'aller plus vite sur notre développement avec de nouveaux canaux type Internet et tout ce qui est médias sociaux pour déployer dans l'entreprise. Et c'est là où nous avons commencé à regarder. Et donc l'avant, pour répondre directement à votre question, la partie la plus complexe dans la levée de fonds, c'est le temps que ça prend à l'entrepreneur. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, même de la taille d'Eptica ou encore plus petit, est à fond dans son business. Il est en frontline, comme on dit d'anglo-saxon. Il doit être là en train d'impacter le business commercial, marketing et toute la vision de l'entreprise. Et le temps qu'il passe à aller faire les présentations, c'est compliqué. D'autant plus qu'avant de trouver le fonds avec lequel il va se marier, il en faut voir plusieurs, avec des questions difficiles à répondre. Voilà, pour moi, la partie de la préparation, la partie la plus difficile, c'est le temps que ça consomme un entrepreneur, alors qu'il doit être, a priori, concentré à son business. Et il est connu que souvent, pendant que l'entrepreneur il lève des fonds, eh bien, son business recule. Et donc, il faut essayer de le faire assez vite, assez rapidement, mais on parlera peut-être tout à l'heure du temps que ça prend. Il y a un temps minimum qui fait que le business sera impacté, il faut que l'entrepreneur le sache. Côté investisseur aussi, comment est-ce que vous cherchez vos cibles? Quels sont vos canaux? Comment est-ce qu'on appelle Auriga un jour comment est-ce que vous retrouvez effectivement un jour les petits cas dans lesquels vous allez investir? De manière assez différente de l'entrepreneur, c'est un peu le cœur de notre business. C'est pas quelque chose qu'on doit faire malgré nous. Trouver et choisir nos investissements, on va dire, c'est probablement de l'ordre de 50% de la performance finale. Donc c'est le cœur de notre business et c'est ce que nous on appelle dans notre jargon le deal flow. Le deal flow, il n'y en a jamais assez, il n'est jamais assez bon. Donc le cœur du business ou l'origine déjà de la performance d'un fonds, c'est de voir à la fois le plus de deals possible, de plus d'opportunités possibles et évidemment les opportunités de meilleure qualité. Alors comment on fait et d'où ça vient? Je dirais comment on fait. Principalement, on intervient sur des opportunités entrantes, c'est-à-dire des gens qui nous appellent, et donc il faut que les gens nous appellent, et donc qu'ils pensent à nous. Pour que les gens nous appellent, il faut qu'on soit connus, et il faut qu'on soit connus de préférence honorablement, c'est-à-dire qu'il faut
on essaye, dans notre comportement de tous les jours, d'avoir toutes les raisons de donner aux gens l'impression qu'on est à la fois compétent et qu'on, je dirais, on peut être des négociateurs dans un certain nombre de cas, mais toujours avec une approche fair et équilibrée. Alors précisément maintenant, d'où vient ce deal flow et qui vient nous voir? Alors je dirais, je n'ai pas les pourcentages exacts en tête, mais il y a à peu près 5 origines de deal flow. Alors tout d'abord, l'origine la plus simple, la plus significative, c'est les intermédiaires. Il y a sur la place de Paris un certain nombre d'intermédiaires compétents. Olivier, on dira un mot de celui avec qui il a travaillé s'il le souhaite. Mais donc ces gens, il faut avoir l'habitude de travailler avec eux, il faut les connaître et effectivement quand on a déjà fait des deals avec eux, ils ont tendance à venir nous revoir parce qu'ils ont apprécié l'interaction. Par contre, un point important si vous devez travailler avec un intermédiaire, évidemment de notre point de vue, la qualité de l'intermédiaire reflète énormément la qualité de la société. Donc il est important de choisir un intermédiaire de qualité. Après, il y a tout ce qui peut être sur des deals plus early stage, les incubateurs. Donc, on voit régulièrement les incubateurs. Pareil, on cherche à connaître les personnes qui travaillent dans ces incubateurs pour qu'elles pensent à nous. Dans un nombre plus modeste de cas, mais cela arrive, les avocats. Donc un certain nombre d'avocats de la place de Paris spécialisés, on va dire, dans tout ce qui est private equity et venture, n'hésitent pas dans un certain nombre de cas à nous contacter et nous présenter des deals. Après, il y a pas mal les entrepreneurs de notre propre portefeuille. C'est-à-dire que évidemment, nous avons un portefeuille de presque 40 sociétés. Ces sociétés, il y a des entrepreneurs qui eux-mêmes ont des copains qui sont entrepreneurs et qui vont, si ça se passe bien avec nous, ce qui est heureusement le vrai dans la plupart des cas, qui vont nous proposer éventuellement des investisseurs, des opportunités d'investissement. Enfin, il y a juste le bouche à oreille, c'est-à-dire que Auriga, c'est une marque, les gens nous connaissent, et donc même quand ils n'ont aucune relation avec nous, ils peuvent, dans un certain nombre de cas, nous contacter. Mais pour être honnête, même si on regarde absolument tous les deals qui rentrent chez nous, du point de vue de l'entrepreneur, c'est quand même une meilleure approche de venir avec quelqu'un qui nous connaît déjà que de simplement prendre son téléphone et de nous appeler en entre guillemets cold calling. Donc je dois recommander dans une certaine mesure d'essayer de contacter quelqu'un qui connaît des VC et qui lui-même fera une introduction parce que quand même ces dossiers-là, je dirais, sont traités avec une priorité un peu plus élevée. Merci beaucoup Nicolas pour cet exposé très complet sur le sourcing des investisseurs. Maintenant on va rentrer dans votre histoire à vous deux. Comment ça s'est passé? Vous avez préparé un peu le terrain avant, au moment où vous avez rencontré Auriga, et puis rentrons après dans justement de la façon dont ça s'est déroulé. Alors, je pense que j'en profite pour donner 2-3 conseils à ceux qui veulent lever des fonds. Lorsqu'on cherche à lever des fonds, il ne faut pas oublier que le milieu des VC, c'est un petit milieu. Le milieu parisien ou même en français des venture capitalistes ne sont pas si nombreux que ça, ils se parlent. Donc quelqu'un qui veut lever des fonds doit être très bien préparé. Il faut absolument que lorsque vous arrivez à votre premier rendez-vous, vous soyez hyper préparé et que vous préparez aussi à améliorer au fil des rendez-vous. Sélectionnez bien la liste de vos VC et ne mettez peut-être pas celui qui vous intéresse le plus de par son portefeuille en premier, puisque le premier, vous allez certainement pas être complètement au point. Si on veut travailler avec Auriga, c'était pas le premier VC qu'on avait rencontré, c'était plutôt en bas de notre liste. Mais par contre, sachez que lorsque vous faites une présentation à un VC, ils vont commencer à se parler. Est-ce que tu as vu tel dossier? Ah oui, c'est pas mal, c'est moyen. Donc quand vous commencez à rentrer dans un cercle vertueux, ça va être très bien. Mais si vous commencez un peu à mal vous y prendre, vous allez arriver à votre 4e rendez-vous et votre dossier il est déjà mort. Donc il faut faire très 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 attention. Donc y aller très préparé et faire attention dans la liste de la manière dont vous préparez le VC. Et pour ce qui concerne Auriga, effectivement, Auriga avait un portefeuille qui nous intéressait par une complémentarité. Il y a un certain nombre de sociétés d'éditeurs logiciels dans lesquelles Auriga investit et on voyait une complémentarité. Nous, ce que l'on attend d'un VC, c'est certes l'argent, mais également un accompagnement.
Lorsqu'on fait, on parlera peut-être après des conseils de surveillance, eh bien c'est un moment d'échange. Et pour cela, il faut quand même bien choisir son investisseur. Il ne s'agit pas seulement de prendre de l'argent. Et pour ce qui est de trouver Auriga, donc pour nous, c'était avant tout une complémentarité des portefeuilles d'Auriga avec ce que faisait Eptica. Très bien. Nicolas, on rentre un peu plus dans le détail de comment ça s'est passé. Là, on a compris le contexte, mais il y a une négo quand même. 7 millions d'euros, ça s'est pas fait en 5 minutes. Peut-être, d'ailleurs. Hein. Expliquez-nous un peu comment s'est déroulée cette négociation au point de vue d'investisseur, et puis on donnera la parole du côté entrepreneur. Les anecdotes sont les bienvenues. Peut-être un petit point important avant de rentrer très là-dedans, c'est avoir peut-être pour les entrepreneurs qui sont là un peu de statistiques, parce que je crois que c'est important pour bien comprendre, comme dit Olivier, l'objectif des premiers rendez-vous. Un fonds comme Auriga reçoit à peu près 700 dossiers par an et on investit dans les années fastes, peut-être 7 dossiers, les années faibles, 2 dossiers. Un fonds d'amorçage comme 3T, on reçoit un peu moins, mais c'est de l'ordre de 200 par an, avec, pareil, la même statistique d'investissement. Donc, comme disait Olivier, il est très important de faire une très bonne première impression. Le premier rendez-vous avec un VC, c'est un peu, comme disent les chasseurs de tête, la même chose qu'un entretien de recrutement. Votre objectif, c'est d'avoir un deuxième rendez-vous. Et donc, il est très important d'arriver très préparé et de faire la meilleure première impression, parce que forcément, on est amené à faire une sélection assez forte sur la base du premier rendez-vous. Voilà. Après, comment ça s'est passé? Ça s'est plutôt bien passé, plutôt assez aisément. On a perdu un tout petit peu de temps au début, plutôt à cause d'un confrère d'ailleurs. Donc souvent sur un tour de table significatif de 7 millions d'euros, en fait, on n'intervient pas tout seul. Et là, en l'occurrence, ce qui a pu nous faire perdre un tout petit peu de temps au début, c'est que un confrère, initialement, s'était positionné comme le fait qu'il voulait participer au tour de table avec nous. Et donc, effectivement, pendant longtemps, on a construit l'idée d'un tour de table avec sa participation. Et puis, pour des raisons internes, il a changé d'avis pour des raisons que j'ai toujours pas comprises, mais c'est son droit. Mais évidemment, quand ça arrive en cours de route, eh bien, forcément, ça dérègle un peu l'ensemble du système. En l'occurrence, ça s'est relativement vite corrigé grâce donc à notre co-investisseur qui est l'investisseur historique quasiment d'Olivier, le tout premier investisseur qui était Crédit Lyonnais à l'origine, puis Cap, puis aujourd'hui Omnes, qui a décidé de reparticiper et de prendre la place en fait de l'investisseur qui avait, je dirais, jeté l'éponge un tout petit peu en cours de route. Voilà. La partie en fait qui prend toujours le plus de temps, la plupart du temps le plus de temps, c'est la partie amont, avant la term sheet. C'est la décision d'investissement. Quand c'est un tour significatif comme un tour de 7 millions d'euros, c'est la constitution de ce qu'on appelle dans notre jargon le syndicat. C'est-à-dire qui va investir avec qui, parce qu'en général on est au moins 2 voire 3. Et donc c'est ça qui prend le plus de temps quand ça se passe bien, plutôt que la négociation. Très bien, parole à l'entrepreneur. Je lui demandais de rentrer un peu plus dans l'intimité. On a botté un peu en touche avec le partenaire qui n'a pas joué le jeu, mais c'est entre vous. Comment ça s'est passé? Quels ont été vous négociez des clauses, c'est des gros montants. Est-ce qu'il y a eu des tensions? Quels ont été les points durs? Quels étaient les points où ça s'est passé facilement? Alors, disons qu'entre nous, les moments les plus difficiles, c'est lorsque l'entrepreneur doit faire également son métier. Je reviens à ce que je dis au début. Donc, ça peut créer des tensions de par notre disponibilité et des exigences de l'investisseur. Le point précis qui était peut-être un peu difficile dans cette levée de fonds, hormis justement que c'était une levée avec 2 fonds, finalement c'était Auriga qui est venu, c'est les conditions que le fonds peut mettre dans sa term sheet. Là, c'est quelque chose qu'il faut quand même bien négocier, et il y a un certain nombre de conditions qui peuvent être, on le fait tout seul, on le fait à 2, mais surtout c'est des conditions très opérationnelles, c'est très pénalisant. Pour avoir fait 3 levées de fonds, dans celle-ci, ce qui était plus embêtant, c'était une condition de chiffre d'affaires. Il faut faire tel chiffre d'affaires,
Et surtout, si c'est en fin d'année et que vous êtes entrepreneur, il faut que ça aille sur le terrain. Vous êtes en train de lever des fonds et en même temps faire le chiffre d'affaires, j'assure que c'est peut être très compliqué. Et c'était le cas, hein. Donc en fait on l'a fait, puisque une fois qu'on a tout signé, eh ben, il faut faire le chiffre d'affaires et revenir montrer le chiffre d'affaires pour lever des fonds. Moi je conseillerais aux entrepreneurs de ne pas trop rentrer, éviter ce type de choses dans une term sheet, mettez toutes les autres clauses de la place que doit avoir le nouveau investisseur dans le conseil de surveillance, des choses de ce type, mais évitez les choses opérationnelles, c'est très pénalisant. Très intéressant, merci. Maintenant, on va parler de la relation après. Bon, l'investissement est fait. Qu'apporte Auriga au-delà de l'argent? Comment fonctionne concrètement, hein? Vous voyez toutes les semaines, tous les 3 mois, c'est des coups de fil. Racontez-nous un peu comment ça se passe. Oui, d'accord, je garde la main. Alors, comment ça se passe? Et je vais également donner quelques conseils par rapport à mon vécu. Ce que je conseillerais aux entrepreneurs, déjà, n'acceptez pas des reportings mensuels. Vous êtes un entrepreneur, vous êtes sur le terrain. Si chaque mois, vous devez compiler tous vos chiffres et l'envoyer à l'investisseur, vous n'avez pas assez de votre temps à ça. Et dès que vous n'êtes pas au point sur votre chiffre du mois d'après, c'est la panique et vous n'y êtes pas. Donc, et ça tombe bien parce que Auriga, c'est la demande, c'est des reportings trimestriels. Au trimestre, on peut faire quelque chose de sérieux. Même pour vous, c'est important de quand même faire un point trimestriellement. Donc, comment ça se passe avec Auriga? Nous avons des conseils de surveillance, puisqu'Eptica est organisé en conseil de surveillance et directoire. Donc moi-même et mon associé, nous sommes dans un directoire. Et le conseil de surveillance est composé d'Auriga, un autre investisseur et 2 autres membres indépendants. Et donc, nous organisons périodiquement des rendez-vous, et surtout après le trimestre, où nous venons échanger. Donc échanger avec un investisseur, ma recommandation, c'est éviter de le mettre que sur le plan financier. Ce que j'aime bien avec Auriga, c'est que c'est des gens business. Et d'ailleurs, un petit conseil quand vous essayez de lever des fonds, essayez de voir dans le portefeuille de votre investisseur qui est la personne qui est le plus business. Il y a plein de profils, d'accord? Disons des choses, il y a des gens qui sont très très financiers et des gens qui comprennent le business. Je suis content parce que Nicolas, on peut parler business, donc on parle client, on parle démarche de vente, on peut parler d'un site de vente, alors qu'il y a certains qui disent alors le chiffre, la croissance, etc. Donc essayez de regarder, si vous avez de la chance, plutôt quelqu'un qui parle business. Et donc comment ça se passe? On se voit, un peu, je pense, tous les 3 mois à peu près, et nous, on arrive, on raconte un peu où nous en sommes, on parle même de certains clients à gagner, certains clients à conserver, on demande l'avis du conseil de surveillance. Moi, je préfère être un peu trop opérationnel dans ce que je raconte au conseil de surveillance que pas assez. L'investisseur, l'entrepreneur a toujours un peu peur si je commence à raconter ça et qu'il pense que j'y m'y prends mal, etc. Moi, je conseille, parce que finalement, on n'est pas plus bête que quiconque. Vous venez vous exposer d'un type de problème que vous pouvez avoir pour avoir leur avis. Et comme ça, vous les impliquez dans la démarche de résolution du problème. Et tout le monde y gagne, alors qu'on aura tendance à vouloir cacher un certain nombre de choses. Alors, tout d'abord, Olivier a mentionné le fait qu'on était Eptica fonctionnait en directoire et conseil de surveillance. C'est effectivement pas 100% des cas dans les sociétés dans lesquelles on investit, mais c'est en tout cas notre organisation préférée, effectivement, parce que je pense que ça met en œuvre, comme le disait Olivier, les responsabilités de chacun. L'entrepreneur, c'est Olivier, c'est sa société, c'est lui qui la gère, c'est pas nous. Nous, on a un rôle de suivi et de conseil. Mais on n'intervient pas au jour le jour et effectivement, on ne va pas toutes les semaines lui demander combien de contrats il a signé cette semaine-ci, ça n'a pas de sens. Dans une relation, donc effectivement, il y a très clairement quand même effectivement ces 2 rôles, un rôle de suivi pour s'assurer qu'on a bien l'information et un rôle de conseil. Dans la relation de l'entrepreneur avec l'investisseur, je ne peux conseiller qu'une seule chose, c'est sur le suivi, c'est-à-dire la remontée de l'information, d'être le plus transparent possible. En tout cas, si vous avez un investisseur de qualité, il a vu des choses, il sait qu'une start-up, c'est pas EDF, qu'un mois, 2 mois, un trimestre même, ça peut se passer un peu moins bien. Ce qui va le mettre très très mal à l'aise, c'est s'il a l'impression que vous lui dites pas tout. Parce que là, si vous commencez à pas tout lui dire, forcément, il va vouloir essayer d'aller chercher l'information. Et là, on rentre dans une relation malsaine. Donc, la transparence. Si vous avez un investisseur de qualité, plus vous êtes transparent, moins il vous embêtera.
Ça, c'est sur la partie suivi. Sur la partie conseil, effectivement, je dirais, je conçois vraiment le rôle comme un rôle de conseil. Le rôle de conseil, effectivement, ça peut être, dans un certain nombre de cas, réfléchir à des choses qui sont en dehors du business au jour le jour, et réfléchir en moyen terme, réfléchir à des acquisitions, réfléchir à des choses un petit peu stratégiques dans lequel, auquel l'entrepreneur qui est pris par le business au jour le jour peut-être n'y pensera pas tout seul, ou en tout cas aura peut-être une certaine tendance à dire bah, je m'occupe de l'urgent et pas forcément de ce qui se passe dans 1 ou 2 ans. Ça peut être des conseils aussi très opérationnels dans un certain nombre de situations. Toutes les situations dans lesquelles on a une compétence a priori, je dirais, significative en tant qu'investisseur. Si on doit relever des fonds, quand on fait des acquisitions extérieures, on en a fait une récemment, et effectivement Olivier avec raison a beaucoup impliqué ses investisseurs parce que sur les sujets d'acquisition, logiquement, on a quand même quelques savoir-faire et quelques opinions. Et puis, par exemple, des sujets de sortie, évidemment, le jour de la sortie, quelle est la bonne stratégie de sortie, quel est le bon timing, etc., etc. Donc, c'est des sujets sur lesquels, clairement, on doit pouvoir apporter des vrais savoir-faire. Après, ça dépend un tout petit peu de l'individualité de vos investisseurs, et c'est sûr que, idéalement, dans le conseil de surveillance, il y a des gens avec des compétences complémentaires qui, sur certains points, peuvent apporter, je dirais, des conseils précieux. Alors, Auriga est un fonds qui a beaucoup de participation, hein, donc, et dans le même domaine, c'est assez spécialisé. Est-ce qu'il y a également une utilisation de ces participations dans un but de synergie avec les nouvelles qui rentrent? Est-ce que ça fonctionne, ça, ou non, hein, est-ce que c'est une source de business également? Alors, comme je l'ai indiqué au début, c'est déjà une source de deal flow, effectivement. Pas mal d'opportunités, de projets nous viennent parce que ils connaissent quelqu'un dans une de nos participations. C'est une source de ce qu'on appelle dans notre jargon due diligence, donc analyse de la qualité du projet. Dans le cas des petits cas, effectivement, Olivier connaissait l'équipe de management d'une société dans laquelle on est déjà investisseur, et clairement l'opinion favorable que cette société avait des petits cas et d'Olivier nous a rassurés, nous a aidés à prendre une décision positive. Il y a même des cas beaucoup plus précis, c'est-à-dire qu'il m'arrive dans un certain nombre de cas d'utiliser le directeur technique d'une société dans laquelle je suis investisseur pour aller faire des due diligence techniques sur une opportunité d'investissement. Donc sur toute la phase amont, ça nous, clairement, il y a des synergies pour nous. Et dans les phases aval, il y a des synergies, il y a des possibilités de synergie, mais nous faisons toujours très attention à éviter les situations de conflit d'intérêts. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est investisseur dans 2 sociétés, si elles sont amenées à faire un partenariat, bah, on est en conflit d'intérêts quelque part, puisqu'on est des 2 côtés de la discussion. Donc, en général, on se contente de faire des introductions, de proposer des idées, et après, aux entrepreneurs de faire leur business entre eux. On ne se mêle pas, je dirais, de l'implication, de la négociation, de la mise en œuvre détaillée, parce que là, on est en situation de conflit d'intérêts si on est dans 2 sociétés, investisseurs dans 2 sociétés qui sont en train de négocier ensemble. Olivier, d'autres points, d'autres exemples d'interaction après l'investissement? Oui, j'en aurai un exemple toujours en conseil pour les entrepreneurs. Impliquez votre investisseur, mais il faut que ce soit clair que vous portez le business. D'accord ? C'est vous qui prenez les décisions au final. Un exemple précis, lorsqu'on a racheté récemment donc, la société Lingway, qui est un moteur d'analyse sémantique qui vient compléter la solution des petits cas. La recherche est faite par nous, par les petits cas. On travaille sur toutes les options. Et lorsqu'on vient le présenter à notre investisseur, on a des tableaux, des plus, des moins, des avantages, des inconvénients. Et dans notre tête, il était clair qu'on allait le faire. Et on vient convaincre notre investisseur en lui posant des questions, mais on avait fermement l'intention de le faire. Alors il se trouve qu'on a pu convaincre nos investisseurs, ils étaient tout de suite d'accord, mais j'ai dit ça pour que si vous êtes certain de votre business, vous aurez moins peur d'aller expliquer la chose à votre investisseur. Dans d'autres cas, c'est par exemple, nous on va intégrer une nouvelle solution en signant un OM avec un partenaire.
c'est des décisions complètement opérationnelles. On peut le faire sans parler à l'investisseur. Dans mon idée, c'est toujours de regarder toute la matrice des plus et des moins et venir l'exposer, histoire d'avoir leur avis, mais vous décidez quand même. Et un exemple concret, on voulait embaucher un vice-président produit. C'est un métier très difficile dans l'édition logicielle, hein, d'avoir quelqu'un qui connaît le produit, cette partie technologique qui va le rendre compréhensible à un client. Eh bien, je me suis dit, tiens, on a trouvé quelqu'un qui venait d'IBM, qui était très, très performant pour nous. On a dit, tiens, on va venir le faire pitcher devant nos investisseurs pour voir ce qu'ils en pensent. Ils l'ont trouvé pas bien, mais j'ai recruté quand même. Parce que c'est moi qui connais mon business, et finalement, il est performant. Donc c'est un peu comme ça que nous, on utilise nos investisseurs. Mais par contre, les avis qu'ils nous ont donnés nous ont permis d'être très vigilants, justement, dans les premiers jours de ce profil qui était d'une grosse société, pour être sûr qu'on lui plonge vite la tête sous l'eau, pour qu'il soit vite dans l'univers de PME. Et ça a fonctionné. Je veux juste ajouter que je suis extrêmement d'accord avec les deux choses qu'Olivier vient de dire. Un, pour résumer la première partie de ce qu'il a dit, c'est transparence, transparence, transparence. Même s'il n'a pas besoin de notre avis, il va nous informer. Et ça, c'est extrêmement rassurant pour l'investisseur, c'est cet aspect transparence. Et le deuxième point, c'est effectivement le dirigeant, c'est lui, c'est pas nous. On est là pour le conseiller, l'orienter, lui donner des avis, mais ça reste sa société. Avant de passer aux questions-réponses, je voudrais parler un peu de la sortie, de l'accompagnement financier dans le temps, parce que je crois que vous n'investissez pas en une fois, si j'ai bien compris, vous suivez en plusieurs fois, et plus précisément de la sortie, qui est quand même un objectif du fonds, forcément, pas forcément toujours un objectif pour l'entrepreneur. Comment est-ce que vous avez négocié, entre guillemets, entre vous, ces perspectives? Je vais répondre au niveau général, éventuellement, et Olivier parlera un petit peu de son cas particulier. Tout d'abord, pour nous, la sortie, effectivement, ça fait partie de notre business model. Hein. Très clairement, on a besoin d'avoir une sortie, je dirais, entre 3 et 7 ans, avec une moyenne de détention qui est à l'entour de 5 ans. Donc là où je suis pas totalement d'accord avec ce que tu dis, Julien, c'est que l'entrepreneur, c'est pas forcément son objectif. Je dirais, si c'est pas son objectif et qu'on a investi chez lui, c'est qu'on a fait une erreur. Puisque très très clairement, c'est une des choses qu'on valide en amont dans tout investissement, qu'on est bien sur la même idée de faire une sortie dans un délai raisonnable. Et si c'est pas l'objectif de l'entrepreneur, fondamentalement, normalement, on ne devrait pas faire l'investissement. Voilà, et donc comment ça se passe? Je vais peut-être pas être trop long et trop rentrer dans le détail, mais grosso modo, il y a deux modes de sortie évidemment possibles. C'est la cession de la société et l'IPO. Ne pas oublier totalement l'IPO parce que on en fait et c'est peut-être pas loin d'un tiers de notre sortie. Et puis sinon, c'est la cession industrielle et on peut rentrer un peu plus dans le détail de comment on fait ça. Très bien. Non, en fait, il n'y a pas vraiment de question sur la sortie parce que dans le pacte d'actionnaires, il y a une date de sortie, une horizon de sortie qui est mis. Dans l'entrepreneur, quand il lève les fonds, attendez-vous qu'il y ait une clause qui dit dans 5 ans, à partir du mois de juin, on sort ou on met en place des choses pour sortir. Donc, il n'y a pas photo. Donc, quelqu'un qui va lever des fonds pour ensuite créer une société qui va léguer avec ses enfants, il a tort. Ce n'est pas du tout le chemin. C'est bien un chemin de sortie, soit par la bourse, soit par la partie industrielle. Donc le porteur de projet doit se préparer à ça et en faire une démarche, de créer de la valeur pour un jour sortir. Très bien. Je vous remercie, c'était passionnant. Je voudrais maintenant laisser la parole au public pour des questions. Donc on est dans une Venture Academy, on est comme dans une salle de classe, vous levez le doigt et on vous passe le micro. Bonjour. Okay, quand on voit le ratio entre le nombre de dossiers et le nombre de dossiers acceptés, on est un peu surpris en fait qu'il y ait autant de, entre guillemets, de dossiers non retenus. Est-ce que ça veut dire que vous manquez de capital pour le faire, ou est-ce que ça veut dire qu'effectivement il y a énormément d'initiatives qui ne sont pas valables? Et est-ce qu'il n'y a pas aussi entre les deux un certain nombre de dossiers pour lequel il serait effectivement intéressant d'investir, mais vous n'avez pas le moyen de le faire? Alors, je crois
pas qu'on manque fondamentalement de capital en France. Peut-être à la marge, mais c'est pas le cœur du problème. Alors tout d'abord, la statistique que je vous donne, c'est au niveau d'un fonds. Il est clair par ailleurs qu'il y a plusieurs fonds sur la place. Il y a au moins une vingtaine de fonds, si ce n'est une trentaine, que vous pouvez approcher. Donc vous pouvez être rejeté par 4 fonds et accepté par le 5e. Donc c'est pas une statistique globale du nombre de projets par rapport au nombre de projets qui sont financés. Puis après, en plus des fonds, il y a les business angels, il y a les family office. Enfin, il y a pas mal de gens que vous pouvez aller voir. Maintenant, ceci dit, pourquoi est-ce qu'on rejette des projets? Effectivement, dans un certain nombre de cas, il y a des problèmes de qualité du projet, d'inadéquation de l'équipe de management au projet, de projets qui sont trop petits. Alors effectivement, Olivier en disait un mot tout à l'heure. Très clairement, des projets peuvent être de qualité et pas pour le capital risque. Ça peut être des projets qui adressent un marché relativement petit, qui nous ne nous intéresseront pas, parce qu'effectivement au niveau de la sortie, on ne pourra pas faire des jolies sorties là-dessus, mais ça ne veut pas dire que le projet n'est pas valable. Ça peut être effectivement, comme le disait Olivier, parce que c'est un projet patrimonial, et là on a un vrai problème, hein, parce que si l'entrepreneur envisage de léguer ça à ses enfants, bah, on a un vrai problème de sortie, et on peut a priori pas se mettre d'accord. Et puis, dans un certain nombre de cas aussi, vous avez pas mal d'entrepreneurs mal orientés, quelque part, qui viennent nous voir sur des sujets qui ne sont pas les nôtres. Je vous ai dit au début, nous, on fait des technologies de l'information et des sciences de la vie. Encore hier, j'ai quelqu'un qui m'a approché pour investir dans un restaurant. Bah, ton projet est peut-être de très grande qualité, mais c'est juste pas ma stratégie d'investissement. Le public extérieur peut poser des questions. Oui, bonjour monsieur. Est-ce que dans ces cas-là, vous orientez ces personnes-là vers des structures adaptées? Je dirais ça dépend. Oui et non, c'est-à-dire que si je vois très bien quelle est la structure adaptée, oui. Après, je suis malheureusement comme tout le monde, c'est-à-dire que mes journées n'ont que 12 heures et donc je peux pas, j'ai pas le temps d'orienter tout le monde et faire moi-même la recherche qu'ils auraient dû faire quelque part. Donc par exemple, si quelqu'un, pour faire simple, si quelqu'un vient me voir et me propose un projet en technologie verte, j'ai une très bonne idée de qui fait des technologies vertes sur le marché et je saurais l'envoyer en temps réel vers le bon investisseur. Malheureusement, les restos, c'est vraiment loin de mon business. Et donc, il faudrait moi-même que j'aille faire une recherche pour savoir qui investit dans des restaurants en France. Et donc, honnêtement, je ne l'ai pas fait. Je vais juste compléter la réponse. Pour réduire ces statistiques et faire qu'il y a plus de dossiers qui passent, moi, je vais revenir sur la préparation de l'entrepreneur. Ça, c'est énorme parce que le projet en soi, c'est bien. Mais lorsqu'on n'est pas bien préparé à le défendre, ça c'est une catastrophe, puisqu'on a un potentiel de création de valeur. Et par exemple, dans l'édition logicielle, pour ceux qui sont là où nous sommes, il y a une association qui existe, qui s'appelle l'AFDEL, l'Association française d'éditeurs logiciels et solutions Internet. Eh bien, je suis administrateur de cette association avec d'autres, dans lequel vous avez des grandes sociétés comme Dassault, Microsoft et Cegid, mais également des éditeurs de la taille des petits cas. Il y a une commission qui s'appelle Investisseurs, que je préside, et on forme les éditeurs à être bien préparés à aller lever des fonds. Donc si vous êtes éditeur, allez voir un peu cette association. Il y a des livres blancs sur comment se préparer à la levée de fonds, parce que vous pouvez avoir un beau projet, mais vous ratez vos premières présentations. Au premier investisseur, c'est pas terrible, deuxième pas terrible, et sur la place, ça va vite se savoir, et ça, c'est dommage. L'autre chose également, pour compléter ce que dit Nicolas, c'est effectivement à quel moment lever des fonds, pourquoi. Sachez bien, des fois, vous avez besoin de 3 millions à la première levée. Des fois, vous avez besoin que de 50 000 euros. Et c'est ce que j'aime bien sur votre module, sur 2 jours. On voit bien qu'il y a différents montants qui correspondent à un moment de l'entreprise. Donc, levez les fonds. N'ayez pas peur de lever 10 millions, c'est 10 millions qu'il vous faut. L'éditeur logiciel, souvent, il est très consommateur de cash, puisqu'on paye des gens. On n'a pas les fournisseurs sur lesquels on peut jouer. Donc, on a besoin d'argent. Donc, un éditeur qui veut avoir une place important sur ce marché, il faut qu'il lève quand même assez d'argent pour tenir. Et c'est comme ça que l'on peut améliorer la statistique de nombre de dossiers qui passent. Et effectivement, pour ajouter quelque chose à ce que dit Olivier, votre intérêt, ce n'est pas d'aller voir des VCs très rapidement sans avoir vu beaucoup de gens avant.
Effectivement, Olivier parle de l'AFDEL, qu'il connaît bien, mais il y a beaucoup de gens sur la place de Paris qui peuvent vous aider à vous préparer. Des incubateurs, des gestionnaires d'incubateurs de très grande qualité comme ceux de l'ESSEC, mais aussi ceux de l'Institut Télécom. Vous avez dans les pôles de compétitivité à Systématique et à Cap Digital, je crois aussi, un certain nombre de gens qui peuvent vous aider à vous préparer. Allez voir les intermédiaires qui sont spécialisés dans la levée, même si vous ne travaillez pas avec eux, rien que le fait d'aller les voir, ça vous aidera à vous préparer parce qu'ils vont eux-mêmes vous challenger, parce qu'ils savent ce que nous attendons. Allez voir beaucoup de gens avant de venir formellement présenter un dossier, parce que là, effectivement, c'est un peu oui ou non. Et une fois que c'est non, c'est très très difficile de remonter la pente. Merci. D'ailleurs, je signale que nous aurons un intermédiaire qui viendra à 14h30, qui a préparé et aidé la levée de fonds de Synthesio. Donc, ce sera intéressant d'avoir son point de vue aussi en tant qu'intermédiaire sur la place. Voilà, écoutez, on arrive au terme de cet échange. Je vous demande d'applaudir nos deux intervenants.